mais il a été connu depuis la plus haute antiquité, et on pense même qu'il était déjà cultivé d'une certaine manière par les hommes préhistoriques du néolithique. Du saucisson, du pinard, mon petit opinel, je graverai pénal et je t'aime à l'appel. Pas d'entaille sur l'écorce, faut pas lui faire du mal. La forêt de nos noces, j'y tiens comme aux fleurs du mal. Je graverai nos noms avec mon opinel au bord du Vénéon, sur un galet sentinelle. Chers amis, soyez les bienvenus, bien le bonsoir. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode dans lequel Guy a beaucoup de choses à nous dire. Vous venez d'entendre le troisième épisode, la troisième strophe de la chanson de mon amie Sophie Martin-Autin-Guiraud, La soupe à la mémoire d'enfant. Et vous savez que à la fin de l'épisode, vous pouvez écouter la totalité de la chanson. Et comme je viens de vous le dire, Guy a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Alors, nous allons commencer par quelques informations. Je vais les dire dans le désordre et puis Guy vous donnera toutes les informations au fur et à mesure. Guy va nous parler, nous allons parler évidemment des Bocuse d'Or, hein, grand concours Tout à mondial fait. de la gastronomie. Nous allons parler des loups aussi, parce Parce que que ça a une influence sur ce que nous mangeons, on ne le croirait pas, tiens. absolument, absolument. Et puis peut-être on parlera du temps froid qui nous entoure en ce moment. Tout à Guy, c'est fait. quand tu veux. Mais nous allons parler des Bocuse d'Or pour commencer. Comme vous le savez, il y a un très très grand salon, et je le dis pour, je dirais, nos amis qui nous écoutent d'au-delà des mers, hein, parce que pour Absolument. les Français et les Belges, qui sont dans le métier ou qui se passionnent pour la gastronomie, ce n'est pas un secret, bien entendu. Il y a donc pour nos amis qui nous écoutent, les uns aux États-Unis, les autres, je dirais, dans l'Asie orientale, partie orientale de l'Asie ou encore ailleurs. Oui. Évidemment, euh, le confetti qui représente la Belgique et la France sur une carte du monde, pour eux, ne veut pas dire grand-chose. Donc, il y a une ville qui s'appelle Lyon, qui est considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie Et et qui se capitale des dispute, Gaules quand même, hein. et que la Lyon, capitale capitale des des Gaules, Gaules. bien sûr, et qui se dispute avec Paris de titre de capitale française de la gastronomie, parce que Oui. il y a toujours un petit peu cette rivalité entre la capitale, Paris, qui est une ville évidemment où se trouvent de très très nombreux restaurants étoilés, et Oui. puis Lyon, qui est à la croisée entre le midi et le nord de la France, qui est une ville qui, de ce fait, se trouve à la jonction entre des cultures différentes d'une part, mais également toute une série de produits, hein. Nous entrons Oui. dans la vallée du Rhône à Lyon, ce qui veut dire qu'il y a une douceur qui permet, je dirais, l'arrivée par le Rhône en remontant de tous les produits qui viennent de Provence. Et puis vous avez les produits qui viennent de Bourgogne, qui n'est pas loin, hein. Vous avez le Beaujolais, vous avez le Charolais qui n'est pas non plus très loin et qui produit de la viande. Nous avons la Bresse qui produit la volaille. Donc Lyon est vraiment C'est une un ville qui est comme carrefour, dans un, oui, d'un carrefour, carrefour gastronomique. au centre de toute une série d'arrivages possibles, et Oui. ce qui justifie évidemment que ce soit une région extrêmement riche Oui. en restaurants de toutes sortes et en chefs, je dirais, Oui. de diverses obédiences, hein. Vous avez les Absolument. fameuses mères lyonnaises qui n'existent plus vraiment sous cette forme-là actuellement, mais Oui. qui ont vraiment amené leur pierre à l'édifice, hein. On en reparlera, Oui. on pourra peut-être même un jour faire une Absolument. émission sur J'ai les, un bouquin très intéressant sur le oui, sujet oui, hein, d'ailleurs. sur les mères lyonnaises. Tout à fait. Et alors, bon, ces mères lyonnaises ont formé des gens extrêmement connus comme le très très célèbre Paul Bocuse, malheureusement décédé il y a 2 ans, je pense maintenant, Paul Oui, Bocuse, oui, oui. qui avait fait son apprentissage et ses armes chez la fameuse mère Mère Brasier, hein, qui était Brasier. apparemment Oui. une terreur pour les apprentis, mais enfin bon, c'est peut-être un peu exagéré de la manière dont on la voit actuellement. Donc la Oui. mère Brasier, bref. Et alors, ben, Paul Bocuse, qui a quand même gardé combien? Plus de 50 ans, son restaurant triplement 3 étoiles. étoilé, Oui. 3 étoiles, Oui. a initié. Bon, c'était un homme des médias, Paul Bocuse, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui. Oui. Et Paul Avant tout. Bocuse aimait bien, je dirais, qu'on parle de la cuisine. Je crois qu'il est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, enfin, moi je l'ai rencontré, j'ai eu vraiment un grand plaisir à discuter avec lui.
Paul Bocuse, quand on discute avec lui, paraissait beaucoup plus simple que l'image qu'on en avait, en tout cas. Oui, C'était quelqu'un d'un abord extrêmement facile, d'une sympathie, je dirais, presque sans égal, si ce n'est que j'ai rencontré également Pierre Troisgros, vous le savez, Claude, oui, et je dirais que Pierre Troisgros était aussi un modèle dans son genre de absolument. sympathie. Oui. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, je dirais, ériger l'un contre l'autre au Non, titre de plus sympathique, parce que bon, c'était des personnages différents. Mais oui, Paul Bocuse était beaucoup plus médiatisé, oui. et il a mis sur pied toute une série de choses, dont ce fameux concours mondial de gastronomie qui s'appelle bon, le Bocuse d'or. Ils n'allaient pas appeler ça l'Oscar ou le César de la cuisine, le Bocuse d'or, mais c'est l'équivalent de l'Oscar ou du César, hein, Ah, soyons clairs. absolument. Oui, Alors que ça a lieu quand? Mais ça a lieu au mois de janvier dans un salon de la gastronomie et des produits de bouche qui s'appelle le CIRA. absolument. Alors le CIRA a lieu donc dans le grand hall, pardon, des expositions et des foires de Lyon, pas loin de l'aéroport Oui, de Lyon-Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, oui, Hein. oui, Et donc, il y a un concours, je pense qu'il est annuel pour la cuisine et bisannuel, enfin, il a lieu tous les 2 ans pour la oui, pâtisserie de oui, mémoire. Hein. oui, Alors, oui. je n'y suis allé qu'une seule fois, et j'y suis allé, ça tombait bien, l'année où la Belgique a remporté le premier prix de la pâtisserie. Elle ne l'a gagné qu'une seule fois, elle a eu d'autres places enviables par la suite, mais en étant lauréate, en étant première, mais j'y étais, comme je dis toujours, j'y étais. Euh, et j'y étais non pas par hasard, parce que le voyage était bien entendu prévu, il était organisé, mais j'y étais le jour de la proclamation. Donc nous sommes Ah, très arrivés dans bien. l'après-midi. Ah oui, On a d'abord pris, je dirais, possession de nos chambres dans un hôtel des environs. Et puis nous nous sommes rendus. Nous étions allés sans voiture, nous étions allés en train, en TGV. Donc on avait été en prenant un taxi jusqu'à la foire. Et alors, ben, nous y étions peu de temps avant, et dans le palais concerné, dans je dirais le hall concerné, oui, euh, et nous avons assisté donc à la toute fin de la prestation de pâtisserie, hein, et nous savions que la Belgique y participait. Et puis nous avons eu le plaisir, parce que bon, c'est quand même un plaisir qu'il ne faut pas cacher, qu'au moment de la proclamation, ben, c'est la Belgique qui a été lauréate cette année-là, avec un chef pâtissier extrêmement célèbre qui est Pierre Marcolini. oui, Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors oui, Pierre oui, tout à Marcolini a fait. sa boutique. Il y en a plusieurs, hein, parce qu'il a des boutiques, je dirais, plusieurs boutiques en Belgique d'une part, et d'autre part, il a des boutiques comment dirais-je moi, au Japon, en Oui, France, en Angleterre. Enfin oui, bon, oui. les grands pâtissiers et les grands chocolatiers maintenant ne se contentent plus d'avoir leur maison mère, si je puis dire. Hmm. Ils ont plusieurs boutiques. Alors Pierre Marcolini, je l'ai connu bien avant qu'il ne soit célèbre, et j'ai suivi, je dirais, à son privé, donc dans sa villa de Krainem, qui est une localité qui est vraiment dans la banlieue de Bruxelles, à l'est de Bruxelles. Il donnait des cours de sucre tiré de sucre soufflé. Hein. Mhm, Et alors mhm. j'étais allé avec 2 collègues, donc il donnait cours dans son garage, si mes souvenirs Ah sont oui, bons. Il donnait cours de sucre tiré, de sucre soufflé, et puis pour une journée comment dirais-je, de journée porte ouverte à l'école. Il était venu à l'époque faire une démonstration. Il avait fait un dauphin, un cygne en sucre soufflé dans la pâtisserie de l'école. Donc je connaissais un peu Pierre Marcolini, mais enfin, je veux dire, je ne le connaissais pas intimement. On s'est côtoyé Mhm, quelques fois mhm, comme ça. mhm, Donc mhm. je savais qui c'était. Et Pierre Marcolini dispensait également des cours à un centre de formation pour professionnels et pour apprentis dans la région de Charleroi, à Gilly. Et nous le connaissions de cette manière-là. Donc, bref, nous nous trouvions à Lyon et dans l'équipe de la Belgique, Pierre Marcolini s'y trouvait. Et Pierre Marcolini, à la base, est d'une famille d'origine hein, italienne, mais il est tout à fait belge. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je veux dire, il est d'origine italienne d'après son nom. Et il a toujours aimé la pâtisserie, toujours aimé le chocolat. Et il a été au départ extrêmement connu pour son chocolat. Ah D'ailleurs, oui. actuellement encore, Pierre Marcolini est un des rares chocolatiers qui fabrique son chocolat lui-même à partir de fèves qu'il va lui-même sélectionner. Mhm, Hein. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a Darcia Verviers qui fait la même chose, entre autres. mhm. Bon, des gens qui n'achètent pas le chocolat chez Calbo, ou en tout cas Oui, qui en fabriquent eux-mêmes, c'est quand même relativement rare. Ce qui permet à ces pâtissiers-là, et à ces chocolatiers-là surtout, de se démarquer et d'avoir des bouchées fourrées que nous appelons nous des pralines. Hein. Ça ne signifie pas la même chose que pour la France. Les oui, oui, pralines c'est chez pas nous, pareil, oui. ce sont Oui, des chocolats fourrés en fait, oui, oui, tout à hein, fait. des bouchées de chocolat fourré
Euh, Tandis que les pralines en France, ce sont des fruits secs comme des cacahuètes ou des amandes qui sont Oui, candies dans du sucre cuit. Donc, les pralines chez nous, dans le cas de Marcolini et de quelques autres, peuvent être réalisées à partir de fèves de chocolat qui sont bien ciblées, hein. Il va prendre hum, du hum, Criollo du Venezuela ou bien un tel du Mexique, etc. et dire, voilà, oui, hein, telle praline, elle est faite avec tel chocolat et tel autre. Bon, ça se respecte, mais il faut vraiment être amateur de chocolat pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur. oui. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du fameux concours de pâtisserie. Alors, quels sont les résultats cette année-ci? On a vu le concours à la télévision, entre autres dans des séquences du journal d'Antenne 2. Hum, Le concours se déroule sur 2 jours. Il y a plusieurs équipes, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire défiler toutes les équipes le même jour, parce qu'il y a évidemment un jury de dégustateurs qui était présidé par Pierre Hermé, hein, hum. le chef Le pâtissier bien grand connu chef, oui. et ultra célèbre, que j'avais Oui. rencontré, lui, quand j'étais allé chez Fauchon, à l'époque où il y était. Bon, ben donc, Pierre Hermé était président du jury, puis il faut goûter à la fois les assiettes, il faut goûter les chocolats, il faut apprécier les pièces montées, il faut goûter les glaces, parce que dans chacune des équipes, il y a à la fois un pâtissier, un chocolatier et un glacier. Hein, donc, il y a les 3 aspects du métier qui sont analysés. Hum. Et il faut déguster, il faut goûter, il faut noter, et puis après, il faut tenir compte, faut additionner tout ça. Le lendemain, on a de nouveau on a de nouveau d'autres équipes, pardon, qui participent, et puis il faut pouvoir comparer, tiens, est-ce qu'on peut comparer la pièce de l'un du premier jour avec la pièce de l'autre du deuxième jour, etc. Ouais. Bref, euh, l'équipe de France s'est retrouvée être deuxième derrière le Japon, ce qui n'était pas déméritoire, mais Absolument. qui ne, pour autant, ne satisfaisait pas ceux qui... Le deuxième, c'est toujours un mauvais rôle, finalement. Quand on y regarde bien, Oui. il est Oui. tellement proche, parfois, au niveau des points. Je crois qu'il y avait 60 points sur 12 000 ou 13 000 ou 14 000 points, je ne sais plus. Enfin, Ouais. sur un nombre de points énorme, une soixantaine de points entre Oui. le premier et le deuxième. Bon, on va dire que il ne faut pas grand-chose, quoi. Il faut Hum, vraiment hum. qu'un des membres du jury ait dit, bah, tiens, je préfère un peu le croustillant de la base de celui-là plutôt que le moelleux de l'intérieur de celui-là, et ça y est, on perd quelques points, et puis voilà, maintenant, c'est un résultat tout à fait extraordinaire, mais être de bronze ou médaille d'argent, ce n'est jamais aussi bien qu'être médaille d'or. Oui, Voilà. évidemment. Oui. Donc, ce qui est un petit peu étonnant, et alors on en discutait avant l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que c'est le cas pour la cuisine, où là, Oui. c'est le Danemark qui est premier. Oui. La France est cinquième pour la cuisine, hein, elle n'est Oui. plus Oui. dans le trio de tête. Oui. Mais par contre, elle a gagné 8 fois la médaille d'or, enfin le Bocuse d'or, hein. La France, faut quand même bien avouer que Oui. euh, c'est pas mal comme palmarès non plus, hein. Être 8 fois en Absolument. premier lieu, bon, Oui. en Oui. lauréat, c'est quand même un très très beau palmarès. C'est d'ailleurs le plus beau palmarès de tous, hein. Oui. Euh, le fait d'être autant de fois premier. Euh, on en discutait. Ces nations qui émergent comme ça au niveau de la cuisine et de la pâtisserie, on trouve des pays tout aussi, je dirais, aussi bizarres que le Japon. Enfin, quand je dis bizarre, entendons-nous, exotique, voilà plutôt. Oui, il Hein? faut faire attention au Oui, terme, oui, Guy. parce que bon, il faut faire attention au terme qu'on dit parce que il pourrait être mal interprété, mal compris. Je vais dire Absolument. des pays qui, a priori, pour nous, Européens de l'Ouest, Oui. ne sont pas des pays culinaires. On va dire ça comme Oui, ça. tout à Bon, fait. Tout à le fait. Japon, avant, allez, il y a 40 ans ou il y a 35 ans, le Japon, on trouvait même quasiment aucun restaurant de cuisine japonaise en Europe, hein. On trouvait Hum, si à Londres éventuellement un, hum, hum. à Paris il y en avait peut-être un qui s'était installé, bon à Bruxelles après il y en a eu un aussi, puis il y en a eu deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, mais au départ la cuisine japonaise on ne connaissait pas beaucoup, on connaissait la Oui. cuisine chinoise, ça oui, mais Oui. la cuisine Oui. japonaise on ne la connaissait pas trop bien. Oui. Et pour nous occidentaux, ben, les Japonais, qu'est-ce qu'ils font comme cuisine quoi, à part du riz et Hum. du poisson cru, hein, on ne savait Ouais. pas. Hum. On a aussi dans ces lauréats des gens comme les Danois. Bon, les Danois, pour nous, de nouveau Européens de l'Ouest, les Danois, ben bon, c'est du hareng, c'est du poisson fumé, Hum. Hum. c'est de la soupe à la betterave rouge et c'est du réfort, quoi. C'est à peu près Hum. ça. Hum. Hum. Alors, dans les gens qui sont bien situés aussi également en pâtisserie, on a parfois le Mexique, on a l'Italie aussi qui est quand même pas mal Ah oui. placée, hein, Oui. au niveau pâtisserie également. Oui. On a la Malaisie, hein, j'ai vu la pièce, il y a la Malaisie, il y a les Philippines. Et alors on se dit, mais d'où ces gens-là viennent et comment se fait-il qu'ils sont placés comme ça
à des places aussi avantageuses, aussi belles. Mais on en a discuté, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la France a été extrêmement contente d'accueillir, au niveau de ses équipes de professionnels, tant en cuisine qu'en pâtisserie, des gens qui venaient du monde entier. Oui, Hein. Il y a des oui. Japonais qui sont venus, je dirais, par charter entier Ah oui, dans les maisons de bouche en France pour apprendre la cuisine française. oui, oui. Alors forcément, le jour où ils se retrouvent sont premiers dans un concours mondial, ben, il n'y a rien d'étonnant, puisqu'ils ont appris à la fois toutes les astuces et toutes les ficelles de la cuisine française, et ils l'ont associé avec les produits de leur pays et les techniques de leur pays. Ça ne peut que marcher, évidemment. Absolument. Ça veut dire que Pardon. effectivement, notre cuisine quand même un peu extraordinaire et les cuisiniers ont mis aussi beaucoup de passion dans la transmission Tout à fait, tout à fait. à ces personnes qui sont venues en France pour apprendre le métier. Donc, il est bien normal qu'ils fassent au moins aussi bien et dans beaucoup de cas, beaucoup mieux. Mais je pense que les profs, les cuisiniers français sont absolument ravis que d'autres personnes du monde entier cuisinent aussi bien et parfois beaucoup mieux qu'eux. Mais je dirais qu'il n'y a que les esprits qui sont des esprits étroits et des esprits chagrins Oui, qui pourraient le regretter objectivement. Alors oui, bien sûr, bien on peut se mettre sûr. à la place de ceux qui ont travaillé au concours et on voyait l'équipe de France en pâtisserie qui était extrêmement déçue au moment de la proclamation parce qu'ils ont été proclamés deuxième. Et puis évidemment, quand on proclame le premier à la fin de la liste des résultats, bon, on a vu qu'ils étaient déçus et ça, on peut les comprendre évidemment, on peut comprendre la déception du deuxième. Mais Oui, ça veut dire évidemment que les élèves, quelquefois, dépassent les maîtres, ce qui est toujours à l'honneur du maître. Moi, je trouve que absolument, c'est absolument, je suis génial de d'accord. pouvoir dire, bon, Oui, ben, oui, j'ai formé tel et tel chez moi, hein, et puis finalement, il a gagné. Je rappelle, parce qu'on ne le sait pas suffisamment, mais c'est que le coach de l'équipe de Belgique en pâtisserie l'année où il a gagné, c'était un Français, hein. oui, C'était un Français installé à Bruxelles. Attention, hein, il était oui, installé oui. à Bruxelles, mais il était français d'origine et c'est lui qui a coaché l'équipe et l'équipe a gagné. Alors bon, on peut toujours ergoter en disant, mais si ça avait été un autre coach, est-ce qu'ils auraient quand même gagné ou pas? Ça, je n'en sais rien. Hein, Oui, les exécutants sont quand même ceux qui réalisent les desserts et qui font la pièce montée. Hein. oui, Donc, malgré tout, on peut toujours dire, oui, mais le coach était bon. On sait très bien que c'est comme en football. Hein. oui, Quand l'équipe gagne, ce sont les joueurs qui ont bien joué. Et quand l'équipe perd, c'est le coach qui n'a pas su y faire. Hein. Donc, on, absolument. on, on sait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais enfin, voilà un petit peu pour les résultats du Bocuse d'or et pour le prix de pâtisserie. Ce sont toujours des grands moments pour les professionnels Oui, dont on n'imagine pas quand on n'est pas spécialement cuisinier, hein, quand on voit ça de oui, l'extérieur, dont on oui, n'imagine pas à quel point, un, c'est très difficile, deux, ça demande des qualités techniques extraordinaires. Et j'ai connu quelqu'un en France qui avait participé au concours, si je puis dire, du meilleur ouvrier de France. Et alors, il expliquait de la manière dont ça se passait. Bon, moi, j'ai participé non pas en tant que, comment dirais-je, en tant qu'exécutant, mais en tant que coach, si je puis dire, dans une des écoles où j'ai travaillé. Euh, un concours de cuisine, c'est un truc qui est d'une intensité qu'on a du oui, mal à imaginer. On oui, vous dit, voilà, vous aurez 2 heures, 3 heures, 4 heures, hein, bon, un temps imparti, et vous allez devoir faire telle chose dans telles conditions, c'est-à-dire des conditions du direct où tout doit arriver, par exemple, à l'état brut, hein, ou bien on vous donne quelquefois même les produits ce jour-là matin à partir d'une caisse, et vous devez faire. mm, Donc, vous devez connaître votre processus de réalisation d'une recette, que ce soit en pâtisserie ou que ce soit en cuisine. Vous devez connaître le processus de réalisation sur le bout des doigts. Alors, ce sont généralement des recettes qui sont complexes. Hein. Ce sont oui, rarement, je évidemment. dirais, des recettes où on fourre tout dans une casserole, on cuit, on mixe à la fin. Non. Hein, ce sont des dressages qui sont pointus, Oui, qui demandent de la virtuosité. Alors, ne parlons pas des pièces de pâtisserie qui sont souvent des pièces de toute beauté, hein, en sucre, en chocolat, enfin en plein de choses, hein, qui sont vraiment des œuvres d'art, hein, qui sont vraiment des œuvres, je dirais, qui sont dignes d'un Michel-Ange au niveau de la sculpture, quelquefois. oui, oui, Euh, ça demande une technique, ça demande des semaines et même des mois de répétition mm, pour mm, quelque chose qui va se jouer en 2 heures, en 3 heures. Hein. oui, Et alors, on a vu malheureusement
Je ne sais plus pour quelle équipe c'était, si c'était les Philippines ou si c'était l'Indonésie, enfin ça j'ai oublié. Ils avaient réalisé une superbe pièce qui m'avait l'air d'être en sucre tiré et qui s'est cassé, comme on dit vulgairement, cassé la gueule au dernier moment, hein. La pièce n'était pas Ouais, suffisamment collée ouais, dans ces divers éléments et elle s'est écroulée. Alors on a vu les malheureux pâtissiers qui ramassaient des morceaux, des débris sur la table, alors que là, on voyait la pièce intacte quelques secondes avant et oui, on se dit mais bon sang, bonsoir, qu'est-ce qu'ils ont mal fait que voilà que ça tourne comme ça. Il y a aussi une question de chance. Alors je reviens à ce cuisinier qui avait participé, je pense que c'était au meilleur ouvrier de France. Il disait on doit avoir tout imaginé et tout préparé. Par exemple, lorsqu'on doit passer quelque chose à la poêle, hein, un morceau de poisson, des Saint-Jacques ou je ne sais quoi, donc ça se fait à la poêle incollable. L'astuce va jusqu'à avoir beurré au pinceau à l'avance la poêle en question. On la prend dans la caisse, il y a déjà la matière grasse dedans qui fait un film. hum, Voyez? On hum, ne la met pas sur le feu, attendre qu'elle chauffe et mettre de la matière grasse et attendre qu'elle fonde, hein. Non, ça prend trop de temps. Ça hum, prend 2 minutes, ça prend 3 minutes, c'est beaucoup trop. Il hum. faut que quand on prend la poêle et qu'on la met sur le feu, après 30 secondes, on puisse déjà mettre la chose à cuire dedans. Vous Oui, voyez, ça va comme ça. À l'époque où je m'occupais de coacher des élèves, bon, c'était un processus, hein. Je partais du principe qu'il fallait au moins que l'élève répète à 7 reprises là où les recettes avant de pouvoir aller mieux et pouvoir dire je vais au concours. oui, Hein, la première fois, je disais voilà la recette, voilà le processus par écrit, tu en prends note, tu l'étudies, hein, et puis tu vas le faire et tu vas pouvoir regarder tes notes. Et puis après, on lui dit, bon, maintenant, après 2 fois, tu dois aller plus vite et tu dois le faire sans les notes, jusqu'à ce que tout devienne un automatisme et un oui, c'est enchaînement ça. de gestes Oui, successifs. Et oui. après, dans les dernières répétitions, on travaillait sur le dressage de l'assiette de présentation. Hein, Hum, parce que exécuter une recette, c'est bien. La faire au niveau du goût, de la cuisson des aliments, c'est très bien aussi. Il faut que ça soit là. Mais après, il y a la présentation et il y a la rapidité du dressage. Oui, Il faut que tout, si c'est chaud, soit chaud. Et il faut que tout soit beau, parce que oui, le jury tient compte de tous ces aspects-là. La bien sûr. cuisson, les couleurs, les goûts, les assaisonnements, mais également l'esthétique de l'assiette, hein. Et on ne croirait pas à quel point le choix même du support, le choix même de la vaisselle est important. Bien sûr. Parce qu'une belle assiette, c'est comme le tableau qui met une toile en valeur dans un Oui, musée ou dans oui, son intérieur. Une assiette mal adaptée à une recette, hein, les couleurs qui ne s'accordent pas, les motifs qui ne s'accordent pas, oui. ça joue, tout joue. Donc, c'est vraiment une étude de tout. Il m'est arrivé pour un concours d'aller chercher une assiette spécifique à un endroit où je savais qu'elle existait pour dresser. C'était une recette à base de truite avec une sauce aux fruits de la passion, hein. Et alors, j'ai trouvé une assiette en verre de forme carrée avec un bord qui était rouge vif sur le verre. Voilà. Et nous avons été premiers à ce concours-là. Mais ça tient à des détails, hein. On se dit toujours, mais Oui. bon, hein, qu'est-ce qui a fait? Ben oui, il y avait des points pour l'harmonie de l'assiette au niveau de la Mhm. présentation, donc ça a joué. Bref, OK. les concours, c'est vraiment je dirais quelque chose qui est stressant. Ils ont l'adrénaline qui monte de Ouais. manière extraordinaire et voilà, il y a des heureux et puis il y a des déçus et puis on Et oui, recommence et 2 ans oui, plus tard, voilà. oui. Mais ce sont des gens passionnés. Ah oui, Effectivement, oui, oui, tout à fait. j'ai Oui, oui. vu, il y a vraiment, on sent le bonheur, évidemment, le stress de faire les choses, mais aussi le bonheur de faire les choses. C'est vraiment, Ça transpire, hein, ça le bonheur transpire. de faire les Tout à choses, fait, effectivement. ça transpire. Alors, eh ben, merci Guy pour avoir parlé du Bocuse d'Or. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Alors, venons-en au loup. Oui, alors les loups, ben, parce que il y a eu une manifestation il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines en Belgique, où toute une série d'habitants de villages et de localités d'une province qu'on appelle le Limbourg ont manifesté. Ça se trouve en Flandre, donc ce n'est pas en partie francophone, c'est en partie néerlandophone du pays. Et alors les loups donc se sont installés dans le coin, et les participants craignent pour leurs élevages, pour ceux qui ont des moutons, parce Oui. qu'évidemment, hein, qu'on se réfère à la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, on sait que les loups ont une prédilection pour les moutons parce que les moutons sont bien plus faciles à attraper que les cerfs ou les sangliers, hein, bon, et le loup n'est quand même pas plus bête qu'un autre, il est un peu opportuniste, donc il va essayer d'aller chercher le petit veau en pâture, Et hein, qui oui. broute gentiment près de sa maman, ou bien les petits agneaux.
Hein. Et alors, bon, nous avons des loups qui sont installés en Belgique, ça fait maintenant une dizaine d'années. Alors, certains sont venus d'Allemagne, qui est vraiment toute proche, ou Ouais. bien sont venus du sud par les Ardennes. Hein, et ce sont des loups, je dirais, d'origine au départ italienne, qui sont venus par la France, hein, par les Alpes françaises, et puis Mhm. qui remontent par, je dirais, la frontière germano-suisse, germano-française, enfin tout ce qu'on veut, Mhm. et qui arrivent dans les Ardennes. Donc nous avons là la Belgique est au croisement de deux lignées de loups, les loups, disons, d'origine orientale, hein, et les loups d'origine alpine, des loups d'origine italienne. Mhm. Alors bon, les loups se trouvent certainement très bien chez nous, puisque nous en avons 24. Alors, pour un petit pays comme la Belgique, dans une région d'Europe qui est particulièrement densément peuplée, c'est énorme. Alors, dans le Limbourg, qui fait partie de la Flandre, et la Flandre, entre la Belgique, il y a trois régions, il y a Bruxelles, il y a la Flandre, il y a la Wallonie. Entre la Wallonie et la Flandre, c'est la Flandre qui est la plus petite en superficie, et c'est là qu'il y a le plus de loups. Alors, ils Ah sont oui. installés dans l'est de la région, dans un endroit qui est un peu désertique, parce que la Campine, qui est une partie de la province du Limbourg, est une région de landes, une région de marais, une région un peu plus sauvage, plus rustique. Et il y a un camp militaire, qui se trouve donc à un village qu'on appelle Bourg-Léopold, qui est une zone, bien entendu, comme dans de nombreux camps militaires, qui est interdite d'accès au grand public. Hein. Il y a bien sûr des routes qui passent autour, mais en tout cas, la zone elle-même est interdite. Et les loups se sont installés là. Bien Alors, sûr. ils en sont déjà à la troisième génération, donc il y a des deux parents qui ont eu une première portée, une deuxième, et je pense qu'ils sont déjà à la troisième maintenant. Donc, ils se forment une meute qui compte actuellement au moins 7 individus, hein, mais c'est un minimum. Alors, les gens on commence un petit peu à avoir peur, ils se disent, mais bon, on a retrouvé deux loups qui ont été tués, un qui a été tué par une voiture, un autre qui s'est Oui. noyé dans le canal, enfin bon, voilà. Oui. Et ça Oui. veut dire que les loups sont présents, donc ben, les agneaux, hein, et les moutons en prairie, ça commence à devenir chaud pour eux, quoi. Mm, Donc, mm, mm, mm. la Belgique n'est déjà pas suffisamment autonome en fait de viande d'agneau. Nous importons quasiment 90% de notre consommation d'agneau. Donc, les gens rouspétaient parce que les loups commencent à menacer des élevages d'agneaux et les petits veaux en pâture, ce qu'on peut comprendre. Oui. Alors, je vous ai dit, Claude, avant l'enregistrement, j'ai fait un Oui. petit calcul pour vous dire à quel point la densité de loups pour la Belgique est énorme. Ben, tout simplement que si on compare avec la France en tenant compte de la taille du territoire et de la densité de la population qu'il y a en Belgique, c'est l'équivalent de la France qui compterait 2400 loups alors qu'elle n'en compte que 500 ou 600. Oui. Hein, Quelque donc ça vous chose, oui. situe un petit Oui. peu, Tout à je fait. dirais, la présence du loup dans certains coins de Belgique, tellement elle est importante, D'accord. malgré l'exiguïté du pays et l'exiguïté des forêts. Voilà, tout simplement. Mhm. D'accord, d'accord. Alors, Guy, si tu veux bien, le loup ne mange pas de légumes, mais nous, ce soir, tu vas nous parler Je vais vous parler d'un légume qui est finalement le roi, si pas l'empereur des légumes d'hiver. Il faut bien avoir absolument, et l'occasion qui de est le très dire, hein. divers. Voyez la photo derrière. Et qui est très divers en plus. Oui, C'est un des légumes qui présente les le plus choux. de variétés possible, donc à partir d'un nom qui est commun, qui est similaire. Quand on dit du chou, on ne s'imagine pas à quel point on parle des choux en Oui. réalité. Mm. Alors pour parler des choux, ben, il faut parler un petit peu d'histoire. Toute une série de légumes nous viennent, je dirais, soit d'Orient, soit d'Asie, parfois d'Afrique, mais surtout aussi des Amériques. Hein. Oui. Sans la découverte des Amériques, ou en tout cas sans que Christophe Colomb en ait ramené des choses, nous n'aurions pas les pommes de terre, nous n'aurions pas les frites, nous n'aurions pas les chips, nous n'aurions pas le hachis parmentier, nous n'aurions pas le gratin dauphinois. Hein. Regardez un petit Mm, peu, mm, mm, nous mm. n'aurions pas la tartiflette, nous n'aurions pas les pommes de terre avec la raclette. Donc Oui. sans les pommes de terre et le Nouveau Monde, alors sans les haricots, qui viennent également des Amériques, pas de cassoulet, Oui. pas de haricots princesse, pas de haricots à la niçoise, pas de salade de haricots au foie gras chez Paul Bocuse. Hein. Bon, voilà. Oui, mais faut bien le Eh dire. oui, Hein. absolument. Et alors, sans les tomates qui nous viennent également du Nouveau Monde, ben, que serait la pizza sans tomates? Que serait la cuisine italienne sans les tomates? Que serait la ratatouille niçoise sans les tomates? Hein, on peut se Mm, le mm. demander, évidemment. Hein. Oui. Donc, eh bien, par contre, le chou, lui, ben, il est de chez nous. Ouais. Non seulement il est de chez nous, mais il a été connu depuis la plus haute antiquité, et on pense même qu'il était déjà cultivé d'une certaine manière par les hommes préhistoriques du néolithique. Ah Alors, oui. il vient de chez nous, mais d'où vient-il de chez nous? Bien, c'est au départ une plante qui est une plante de type océanique, c'est-à-dire qu'elle pousse spontanément et encore à l'état sauvage de manière extrêmement discrète
le long des façades, entre autres françaises et espagnoles de l'océan Atlantique. Mhm. Donc, elle va pousser dans des terrains sablonneux, elle va pousser dans des terrains crayeux, hein, et elle donne évidemment des variétés de choux tout à fait naturelles, mais qui sont, bien entendu, infiniment plus petites et moins avantageuses culinairement parlant que les variétés que nous avons cultivées depuis des Oui, siècles, depuis des sans doute. millénaires. Oui, Hein. oui, oui. Alors, dans l'Antiquité, ben, le chou était connu. Il était déjà connu parce qu'il était cultivé dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc, les Grecs en mangeaient, les Romains en mangeaient, et ils attribuaient au chou, et ils n'avaient pas tort d'ailleurs, toute une série de vertus. Hein. On disait même que le chou luttait contre l'ivresse. Bon, mon Dieu, ça, je pense que beaucoup d'aliments peuvent lutter contre l'ivresse, à condition d'en manger suffisamment et de diluer l'alcool qu'on a bu. Hein. Oui. Maintenant, Pline l'Ancien, qui était un naturaliste, bon, comme son neveu Pline le Jeune, le malheureux Pline l'Ancien, qui est mort lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi, bon, ben, Pline l'Ancien avait laissé toute une série de décrits où il vantait évidemment les vertus du chou et il n'avait pas tort. Alors, au Moyen Âge, le chou était un légume dont on recommandait également la consommation et la culture. Alors, vous avez le fameux Charlemagne, hein, qui était l'empereur à la barre fleurie qu'il n'a jamais eu, qui avait, il ne savait pas écrire apparemment, il savait à peine signer son nom, mais enfin bon, il avait fait éditer ce qu'on appelle un capitulaire, qui est donc un endroit, un recueil, un, un prescrit de toute une série de choses où il enjoignait à la fois les monastères et les personnes, je dirais, qui avaient autorité, à cultiver certaines choses, dont le chou qui était donc mis à l'honneur. Et n'oublions pas, c'est qu'avant que la pomme de terre dont j'ai parlé il y a quelques instants ne vienne chez nous, le chou était à l'époque du Moyen Âge la plante la plus cultivée qui était destinée à nourrir les personnes pauvres. Hein, Oui, c'était le chou. Hein. oui, oui, Parce que la pomme de terre a remplacé le chou après, mais au départ, c'était le chou qui était je dirais, la chose la plus cultivée. oui. D'autant plus que le chou peut avoir un rendement à l'hectare qui est extraordinaire de plusieurs dizaines de tonnes. Hein. Donc, il n'y a Mhm. pas de Mhm. problème. Le chou est un légume qui est très rentable à cultiver. Je vais même dire mieux que ça, le chou est non seulement rentable d'un point de vue économique, mais il est rentable au niveau des bienfaits qu'il apporte, puisque le chou, entre autres certaines variétés en tout cas, contiennent énormément de vitamines et de vitamine C. Oui. Alors je reparlerai un petit peu donc des espèces de choux, mais je vais en toucher un mot directement. Il y a le chou des Kerguelen. Alors les îles Kerguelen, ce sont des îles de la partie sub-antarctique de la France, c'est-à-dire des îles qui se trouvent au 50e parallèle de latitude sud, donc en direction du pôle sud. Du Hein. pôle Alors, sud, ce oui, oui. sont des îles extrêmement, je dirais, importantes d'un point de vue stratégique et militaire. Oui, Ils font à peu près 7000 km² de superficie. Ils sont relativement sauvages, ils sont très désolés, ils sont très découpés. Ça ressemble un petit peu aux fjords de Norvège au niveau, disons, de la structure géographique. Et il y a une variété de choux là-bas, qui est le chou des Kerguelen, qui pousse de manière tout à fait spontanée, hein, qui peut vivre jusqu'à 8 ans d'ailleurs. Hein. C'est ah un oui. chou extrêmement vivace. Alors, quand il est jeune, il pousse au niveau du sol. Et puis après, il forme une espèce de tronc. Hein. Il Mhm. perd les feuilles chaque année qui sont le long du tronc et il continue à fructifier par le sommet. Donc, il Mhm. forme comme des espèces de petits palmiers, on va dire, hein, D'accord. à partir d'un plant unique qui peut vivre, comme je l'ai expliqué, plusieurs années. Et ce chou contient énormément de vitamine C. Et alors, il est extrêmement connu parce que vous savez que lorsqu'on voyageait par mer anciennement, il n'y avait quand même pas d'avion, il n'y avait pas d'autre chose. On était sujet à une maladie qu'on appelle le scorbut et qui est donc un déficit qui est causé par un déficit en vitamine C. Oui. Et énormément de marins faisaient escale au Kerguelen où ils ne le cultivaient pas, mais ils cueillaient, ils récoltaient ces choux qui poussaient de manière tout à fait sauvage. Et ça a sauvé, parce que le scorbut est une maladie qui était mortelle et qui est mortelle encore toujours Oui. actuellement si on ne la traite pas. Ce chou de Kerguelen a sauvé des milliers de marins lorsqu'ils faisaient le tour du monde et lorsqu'ils voyageaient pendant des semaines et des semaines sur des bateaux où les vitamines C venaient à manquer, puisque on emportait bien quelques légumes frais au départ, et puis après, quand ils étaient consommés, il n'y en avait plus, bien entendu. Oui. On devait manger d'autres choses qui n'avaient plus de vitamine C. Mhm. Est-ce que vous savez que les marins, beaucoup d'entre eux en tout cas, auraient pu survivre à condition de se nourrir de quelque chose qui se trouvait sur les bateaux et auquel on ne pensait pas? Euh, ben, je sais pas. Eh bien, ce sont les rats. Ah oui. Ce sont les rats, pour une raison toute simple.
c'est que toute une série de vitamines, l'homme n'est pas capable de créer et de fabriquer sa propre vitamine C, il doit la trouver dans les aliments qu'il mange. Par contre, les rats, eux, sont capables de synthétiser la vitamine C. Ah oui. Donc, d'après ce que j'ai lu, maintenant, je n'ai jamais bien entendu fait l'effort de goûter du rat. Il paraît que quand on mange du rat, on se procure la vitamine C, Ah, parce que la chair de rat contiendrait de la vitamine C. Et on sait que sur tous les bateaux, il y avait des rats, donc ah oui. c'était une manière de s'en sortir. Hum, hum, Alors, hum. revenons aux choux maintenant. Alors, quand on dit les choux, ben, on ne pense pas spécialement à une variété en particulier, tellement il y en a. Ou alors, au contraire, on pense justement à un chou. Et le premier chou qui nous vient, je dirais, en tête quand on parle des choux, c'est ce qu'on appelle le chou de Milan. Alors, le chou Oui. de Milan, pour le décrire, c'est un très gros chou vert qui forme au centre une boule, et c'est un chou qui a les feuilles gaufrées, hein. Hum, C'est le hum. chou traditionnel, et c'est le chou un peu à tout faire. C'est le chou avec lequel on va pouvoir faire du potage, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des potées. Alors les potées, dans toutes les langues et dans tous les pays, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange au niveau de la cuisson d'un légume avec des pommes de terre et éventuellement un petit peu de viande. Éventuellement, parce que il fut une époque où les gens n'avaient pas suffisamment Ah de oui, moyens pour manger de la viande. oui, ouais. Donc, on cuisait dans une grande marmite, dans un chaudron, sur le feu, un légume ou des légumes avec des pommes de terre. Et c'était la pitance qu'on avait comme ça quasiment toute la semaine, presque toute l'année aussi, quelquefois, hein. Hum, Bien hum, sûr, le légume changeait, mais la pomme de terre, des légumes de base, restait. hum. Et le chou de Milan, c'est le fameux chou qui servait un peu à tout ça. Alors, quand on veut l'utiliser, ce chou de Milan, hein, ça dépend si on l'achète. Bon, quand on achète au magasin maintenant, généralement, on a à la fois et la boule centrale et les feuilles extérieures, Oui, hein. Alors, la boule centrale, elle est faite de feuilles plus jeunes, de feuilles qui ne sont pas encore ouvertes, qui ne sont pas encore épanouies, hein, et c'est généralement une partie relativement tendre. Et on se dit quelquefois, mais qu'est-ce que je dois faire avec les feuilles extérieures? Ben, des feuilles extérieures ne se jettent pas, hein. On les utilise, on fait également avec du potage, un absolument, on fait potage une au chou, soupe. une soupe au chou, bien Oui, sûr. Mais je dirais qu'il y a une différence entre la soupe au chou qui va plutôt se faire avec le cœur du chou, parce que les feuilles sont plus tendres lorsqu'on veut les manger et garder la feuille. Mais lorsqu'on a des feuilles qui sont un peu plus dures, un peu plus coriaces, il n'y a aucun problème. On les émince, on les fait suer, on ajoute des pommes de terre, on mouille, et puis après on passe le tout, on mixe le tout avec un mixeur plongeur et on a un potage passé, un potage mixé. Et là, il y a aucun problème. Les feuilles de chou qui sont extérieures, même si elles sont plus dures à la base, ne présenteront aucun problème à la consommation. La oui, seule chose qui risque, disons, de surprendre si on n'est pas habitué, c'est que les feuilles extérieures de tous les choux quasiment, hein, mais surtout des choux comme le chou de Milan, sont beaucoup plus fortes en goût. oui. Donc, si on en met un peu trop et le chou est un peu amer quelquefois, Hum, on risque hum. d'avoir un potage qui sera, je dirais, un peu trop fort en goût. Et à ce moment-là, on risque de rebuter essentiellement les enfants. C'est vrai. Alors, vous avez une variété de chou qui ressemble à celle-là, qui est un chou qui est un peu plus clair, qui est le chou qu'on va trouver avec une feuille qui sera lisse cette fois-là, et qui est le gros chou des Allemands et des Alsaciens, qui est Ah le chou oui, qui sert à faire la choucroute. ah Voilà. oui, d'accord. Alors, c'est une variété de chou qui est extrêmement cultivée, qui a un rendement, je dirais, de plusieurs dizaines de tonnes à l'hectare. C'est vraiment le chou qu'on récolte là-bas dans les champs, qu'on charge dans des camions à la fourche, tellement il y en a, hein, on n'a pas d'autre choix. Et puis ces choux-là arrivent le jour même dans l'industrie de fabrication de la choucroute. On les lave, on les râpe, on les cuit, enfin on les met en boîte, on les cuit, on les stérilise, hein, et on a de la choucroute, je dirais, enfin en tout cas, normalement le chou de la choucroute, on doit le faire fermenter. Mais je vais dire par là que on le fait fermenter d'abord dans d'immenses silos, dans d'immenses cuves, et puis après on le met en boîte et on le stérilise et on a donc la choucroute que nous trouvons donc dans les commerces, soit en boîte de conserve, soit en pochette sous vide maintenant. Hum. C'est vraiment un chou qui a également nourri des milliers de personnes, je dirais, en toute époque. Et faire sa choucroute soi-même n'est pas tellement compliqué quand on y pense bien. On vend des récipients maintenant, Oui, depuis des années, hein, des récipients spéciaux pour la choucroute. Il y a des 5 litres, des 10 litres, des 15 litres, des 20 litres et davantage. Alors, ce sont des récipients en grès, donc en terre cuite, dans lesquels on va tasser le chou avec du sel, avec éventuellement des baies de genévrier,
des grains de poivre aussi et du laurier. Hein, on tasse le chou convenablement. Alors le jus va faire une espèce de saumure qui doit toujours être supérieur au niveau du chou lui-même Oui. pour empêcher que le chou ne moisisse. Hein. Mm. Et puis après quelques semaines de fermentation à l'aise, hein, on récolte on récupère le chou, hein, on le cuit parce qu'il n'est pas encore cuit, mais c'est un aliment qui est extrêmement digeste et qui est plein de vertus au niveau de la santé. Oui, oui. Alors, vous avez également le chou rouge. Alors, le Oui, chou oui. rouge, c'est un légume qui est vraiment qui est très à l'honneur en Belgique, qui est également un chou à feuilles lisses, qui donne une très très grosse pomme centrale, une très grosse boule centrale. Cette année-ci, les choux, quels qu'ils soient, que ce soit le chou vert, le chou blanc ou le chou rouge, toutes les boules de chou sont relativement petites. Alors, d'après ce que j'en ai entendu dire, c'est à cause de l'été que nous avons eu l'année Oui, dernière, qui a oui. été extrêmement sec, extrêmement, on s'en Mm. rappelle. Il y a eu des semaines et des semaines sans la moindre goutte de pluie. Or, les choux, même si c'est un légume d'hiver et qu'on mange essentiellement l'hiver, on le plante en été. Alors, si Absolument. le chou n'a pas eu suffisamment d'eau pour se développer et pour grossir, je dirais, au début de sa saison, eh bien, forcément, l'hiver, il ne sait pas être, je dirais, au mieux de sa forme. Donc, les boules de chou sont relativement petites cette année-ci. Alors, le chou rouge est aussi un légume qui est un légume un peu plus confidentiel. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a sa couleur, qui est un peu spéciale. Et là, il y a aussi surtout le fait que euh, les apprêts du chou rouge sont un peu différents. Je m'explique, on peut tout faire avec le chou rouge. Hein. On peut le consommer cru, on peut le consommer conservé au vinaigre toujours pour le manger cru, en faire des salades. On peut également le consommer en potage et on peut le consommer chaud sous forme je dirais, de chou braisé, mais également sous forme de purée de chou. Donc on a vraiment toute une série d'usages et c'est un légume qui est particulièrement apprécié dans le Nord, c'est-à-dire en Flandre mais également aux Pays-Bas. Alors, je vous donnerai ultérieurement des recettes à base de chou rouge, mais c'est un légume qui se mange dans des versions quelquefois sucrées-salées, ce qui est un peu bizarre. Mhm. C'est un légume qu'on va également retrouver dans les cuisines, comme les autres choux d'ailleurs, dans les cuisines de type cuisine slave, hein, en Russie, en Oui, Pologne, beaucoup. Oui, en Tchéquie, oui. etc. Mm. Alors, toutes ces variétés-là, elles existent également en variété de choux pointus. Alors, le chou pointu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des variétés qui ont été sélectionnées, qui ont été cultivées et qui forment une espèce de cône. Alors l'originalité du chou pointu, outre sa forme, c'est le fait qu'en étant plus petit, lorsqu'on en trouve dans le commerce, on peut les acheter sans devoir utiliser un chou qui fait 25 ou 30 centimètres de diamètre. Parce que des choux énormes, j'en ai connu à une époque, qui faisaient allègrement 25 centimètres de diamètre pour la boule. Hein. Ah Et oui, quand vous avez un ménage et que vous achetez un chou pareil, vous ne savez pas l'utiliser en un seul repas. bien sûr. Bon, alors, comment fait-on? Ben, on essaie de travailler un petit peu intelligemment. On fait une partie qu'on va conserver au vinaigre. On va faire une partie qu'on va conserver, je dirais éventuellement au congélateur après avoir cuisiné. Mais on ne peut pas manger du chou tous les jours pendant 15 jours. Hein, donc, tandis que quand on achète un chou pointu, il est suffisamment et raisonnablement petit que pour qu'on en ait pour faire un repas ou deux repas pour une Alors, famille, disons, Guy, de taille traditionnelle. Guy, j'ai une question. Ce que tu appelles le chou pointu, est-ce que c'est le chou chinois? Pas du tout, pas du tout. D'accord. Le chou pointu, c'est donc le chou blanc, le chou rouge ou le chou vert, qu'on appelle des choux cabus, mais qui Mhm. sont, je dirais, qui forment un cône, tout simplement. Hein. D'accord, Et d'accord. alors, c'est un chou qui est originaire de la région de Stuttgart en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne au départ, mais qu'on trouve un petit peu partout, il n'y a pas de problème. Hein. Mhm. D'accord. Alors bon, il y a des choux, quand on prend les gros choux ronds traditionnels, qui font jusqu'à 7 kilos de poids, ce qui est énorme, hein, on imagine bien. Ah oui, ça Ah existe, oui, ça. oui, 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 oui. Donc 7 kilos pour consommer 7 kilos du même légume, hein, parce que bon, forcément, le chou, il est soit rouge, soit blanc, soit vert, dans ce cas-là. Quand on achète un chou rouge de 7 kilos, on a 7 kilos de marchandises à consommer, quoi. Mais tu as vu ce genre Ah, de... quand j'étais gosse, oui, hein, on trouvait des choux qui faisaient plus de la taille d'un être humain, de la tête d'un être humain. Allez, un ballon de football, quoi, tout simplement. Ah oui. Ah oui, le ballon de football en chou, c'était quelque chose que j'ai déjà rencontré, tout à fait. Et bon. Alors,
Pour reprendre le cas du potage, moi j'étais, je dirais, abreuvé de potage pendant toute mon enfance, au point que j'étais arrivé à détester prendre du potage et ça devenait une punition que de devoir en manger. Mhm. Mais ma grand-mère faisait du potage excellent et elle en faisait tous les lundis. Elle venait travailler chez sa fille, donc chez ma maman, et elle faisait du potage ce jour-là pour 2, 3 jours, parce qu'on faisait du potage pour 2, 3 jours, hein. Et alors, Mhm. 1 fois ou 2 fois par an, elle faisait un potage au chou rouge, hein, Mhm. ce qui était original, mais relativement peu courant. Et c'est vrai que on peut manger un potage vert au poireau, je dirais 1 fois par semaine, mais le potage au chou rouge est tellement particulier qu'on en mange plutôt 1 à 2 fois par an plutôt qu'une fois par Oui, semaine parce que oui, c'est tout à fait différent. Par oui. contre, le chou rouge en légumes, aucun problème. On peut en manger régulièrement parce que c'est agréable. Enfin, nous trouvons ça agréable. Et surtout, ça s'accommode avec toute une série de viandes. Oui, beaucoup de Ça, choses, ça, oui. ça s'accommode, par exemple, avec toutes les viandes blanches, hein, avec du Oui, porc, de la saucisse, avec des, oui, des côtes de porc, avec du rôti de porc. Ça oui. s'accommode même avec, je dirais, d'autres viandes comme un steak de bœuf, pourquoi pas. Bon, c'est pas le meilleur accompagnement, mais ça ne va pas trop mal. Ouais. Avec des paupiettes de bœuf, il n'y a aucun problème. Le chou rouge est vraiment avec certains gibiers, hein, surtout Ah si on les oui, transforme en purée et qu'on les passe après au tamis traditionnel pour le soyeux de la consistance. oui. Disons que le chou rouge permettait beaucoup, beaucoup d'après au niveau de la cuisine, mais malgré tout, bon, on peut s'en fatiguer si on en a trop souvent. Très bien. Alors, Alors, il n'y a pas que ça comme chou, eh ben évidemment, hein. oui, Ah eh ben oui, ben nous oui, allons parler des autres, hein. ah oui, Nous avons également le chou de Bruxelles. Alors, ouais. le chou de Bruxelles est une variété particulière qui s'appelle comme ça parce qu'elle était, vous l'avez bien compris, au départ originaire de la banlieue bruxelloise, hein, et qui s'explique de la manière suivante. Lorsque la ville de Bruxelles s'est constituée au Moyen Âge et puis qu'elle s'est développée, elle n'avait pas encore, comme c'est le cas actuellement, englobé toute une série de villages avoisinants. Et les villages avoisinants, qui se trouvaient en dehors de la seconde enceinte de la ville, étaient un peu le garde-manger de la localité, hein. Vous aviez à peu Mhm. près 60, 70, 80, 100 000 habitants à Bruxelles selon les époques au Moyen Âge. Il fallait bien nourrir tout ce monde-là. Alors, à l'origine, quand on a construit la deuxième enceinte, on a construit à une certaine distance de la première. On a donc englobé une partie rurale, hein, et on a commencé à construire des maisons. Alors, tant que les maisons étaient des maisons, dans des rues et séparées les unes des autres, il y avait des jardins. Et puis, progressivement, les jardins ont été lotis également. Donc, il n'y avait plus de place pour faire de la culture à l'intérieur même de la ville. Et on a déplacé ces cultures-là dans les villages voisinants, comme Scarbeck, comme Saint-Gilles, entre autres, qui sont maintenant vraiment dans la ville, mais qui à l'époque étaient à l'extérieur, hein. Un peu comme à Paris, vous avez le même phénomène, hein. Vous aviez le village de Javel, qui forme maintenant le 15e arrondissement, qui à une époque se trouvait, je dirais, hors de l'enceinte Absolument. du Moyen Âge. Bon. Mhm. Et le terrain a aussi commencé à manquer dans ces villages, puisque eux aussi se sont bâtis. Et alors, on a trouvé un jour que sans doute que ça a poussé de manière tout à fait spontanée, une variété de choux qui poussait verticalement. Alors, Mhm. l'avantage, évidemment, c'est qu'on en met davantage que ceux qui s'étalent, hein, comme le chou de Milan, et qui occupent beaucoup de place, beaucoup de terrain. Donc, on a cultivé à ce moment-là ces variétés de choux qui poussaient verticalement et qui formaient des petits bourgeons aux aisselles, qui sont les choux de Bruxelles que nous connaissons, hein. Et on les a cultivés au point de ne plus cultiver que ceux-là et de négliger les autres choux. C'est comme ça que le chou de Bruxelles est né. C'est à la fois je dirais, au départ par hasard, parce qu'on a sélectionné à un moment donné une variété ou un plant qui a poussé différemment des autres, et on s'est rendu compte de ses avantages, c'est qu'en poussant verticalement, eh bien, on en mettait beaucoup plus que ceux qui Et poussaient oui, horizontalement, tout oui, simplement. oui, oui. Alors, le chou de Bruxelles, c'est la terreur des cantines. Faut savoir ça. Quand on veut faire manger des choux de Bruxelles aux gosses, c'est quand même toujours un petit peu la croix et la bannière, comme on dit, hein. Oui, Pourquoi? Parce que c'est un légume qui est un petit peu amer, c'est un légume qui est à la fois sucré si on a eu la bonne idée de le laisser affronter les premières gelées. Et ce qu'on ne sait pas toujours, et là je vais jeter un gros pavé dans la mare, c'est que le chou de Bruxelles, il est un peu amer parce qu'il est aussi un peu toxique. Il faut savoir ça. oui, Donc, le chou de Bruxelles ne doit pas être consommé, je dirais, tout le temps et en trop grande quantité. Faire oui, quelques repas par an, ça ne pose aucun problème, oui, évidemment, oui, hein. oui, Mais oui, dire je mange du chou de Bruxelles tous les jours et je ne mange que ça, serait préjudiciable sur le long tout à terme à fait. la santé. Oui, Bon, oui. j'ai pas dit que c'était du poison et qu'on en mourrait, hein. Mais Oui, en oui, tout cas, oui. le chou de Bruxelles est,
disons, très légèrement toxique. Il faut le Hum, savoir, hum, et c'est ce hum. qui lui donne son amertume. On a remarqué comme ça dans la nature que les choses qui étaient généralement amères présentaient une certaine toxicité. Oui, Hein, c'est une oui, manière pour les plantes de se défendre. absolument. Alors, vous avez des choux qui sont un petit peu différents et dont on consomme, je dirais, le bouton floral. C'est le fameux chou-fleur. Oui, Alors, vous en avez plusieurs, hein. Le chou-fleur est plutôt originaire du sud de l'Europe, de l'Italie. Vous avez le chou-fleur traditionnel qui est blanc, hein, que nous connaissons tous. Mais vous avez également, et c'est vraiment en Italie qu'on a mis ça au point, des choux-fleurs qui sont colorés. Vous avez des choux-fleurs qui sont verts, et vous avez des choux-fleurs qui sont jaunes, et vous avez des choux-fleurs qui sont violets, avec toute une oui, série de nuances de violet. on Il le y a le voit violet ici. clair, plutôt mauve clair, et ça va jusqu'au violet extrêmement foncé, Oui, hein, qui est du plus bel effet. Le problème, c'est que ce sont des variétés qui sont très belles, je dirais, crues, et qui perdent un peu la vivacité de leur couleur une fois cuites, hein. oui, bien Mais sûr. si ce n'est ça, Oui, ce sont des variétés qui se mangent exactement de la même manière que le chou-fleur, oui, qui se mangent au gratin, qui se mangent en beignets, qui se mangent en légumes chauds, qui se mangent en oui, légumes cuits, mais froids, avec des vinaigrettes. Il n'y a aucun problème, ce sont de très beaux légumes et qui ont, je dirais, comme voisins, comme parenté très proche, ce qu'on appelle les choux romanesco. oui, Alors, les choux romanesco, ce sont des choux, disons, de nature fractale. Est-ce que vous savez ce que ce sont les fractales, oui, Claude? oui, j'allais dire, c'est Oui, un hein. chou pour les mathématiciens. C'est un chou vraiment mathématicien. En fait, on se rend compte que ces choux qui sont généralement un peu pointus, un peu coniques, ont des espèces de bourgeons qui reprennent chacun, je dirais, la forme et les similitudes d'un bourgeon plus grand. En fait, l'entièreté du chou se décline en petits modèles sur chacune de ses aspérités, hein. C'est Oui, toujours oui, très comique de voir ça. C'est absolument. vraiment, on peut descendre encore à l'aspérité, disons, plus petite que la deuxième, et on a de nouveau, on a de nouveau le même modèle en réduction. Alors, ce sont Mhm. des choux qui existent dans des variétés aussi colorées, hein. Vous avez des Oui, variétés qui sont plutôt blanches, plutôt jaunes, plutôt vertes, et voire même également violettes. Alors, ce mhm. sont des choux qui sont très agréables à manger. Ils ressemblent pour cela un petit peu aux choux-fleurs, finalement, hein, mais qui sont surtout utilisés pour leur présentation et leur côté, je dirais leur côté géométrique, si je peux employer l'expression, Oui, ou alors, mais qui moi, sont... pour Noël, j'ai fait des assiettes et j'ai mis ça faisait des petits sapins de Noël dans C'est ça, l'assiette. ça fait comme des petits sapins de Noël. C'est Voilà. vraiment original au niveau de la Oui, tout présentation. à fait. Ça, Ouais. c'est vraiment très intéressant. Mm. Alors, vous avez d'autres variétés de choux qui sont également cultivés pour leurs boutons floraux. Ce sont Brocoli. des choux de type brocoli, des choux italiens. Et alors, Mm. il existe plusieurs variétés. Donc, vous avez des variétés vertes, des variétés aussi qui peuvent se colorer en mauve, en plus jaune aussi. Mais vous avez également une variété de choux brocoli qui s'appelle des brocolinos ou des brocolini. Ce sont des petits brocolis qui poussent en bouquet, mais sur des branchettes séparées. Tandis Ah que le oui, brocoli que nous connaissons, lui, il va pousser sur un tronc central qui va lui faire ressembler un petit peu à un pain parasol d'une certaine manière. oui, Tandis que les brocolini ou le brocolino, qu'on met au pluriel en fait de brocolini, ce sont donc des choux qui poussent avec un petit bouton floral au bout de chacune des branches qui composent le chou, d'accord. hein. Mhm. Donc ça, c'est aussi un chou qu'on va pouvoir consommer, je dirais, aussi bien de l'apéritif au plat principal, sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore un autre chou qui s'appelle le chou rave. Oui, Alors, le chou rave, lui, on va utiliser essentiellement la partie bulbeuse, la partie renflée de sa tige, oui, hein. Ce sont des choux qui ressemblent un petit peu à des grosses pommes vertes qui vont du vert tendre au vert foncé, avec toute une série de branchettes qui poussent latéralement sur cette surface arrondie. oui, Ce chou rave, on consomme évidemment la pomme, mais les branches ne sont pas interdites à la consommation. oui, Généralement, quand on l'achète, le maraîcher a déjà supprimé ses branches. oui. Mais si vous avez l'occasion d'acheter le chou entier, je dirais que toutes les parties se mangent, hein. On Oui, peut oui, mais très j'en bien fais au utiliser, jardin et je oui, mange. on peut très bien utiliser les branches qu'on va émincer pour en Oui, faire du potage ou pour les oui, consommer en tant que légumes. On n'est pas obligé de ne consommer que la pomme même oui, du chou, hein. oui, tout à fait. Ça c'est évident. Oui, Autre grand chou.
qu'on va retrouver en cuisine, qui existent depuis des années, des années, des années, et qui viennent de faire une réapparition parce que les Américains en ont parlé. C'est le chou calais. Ah Alors, oui, le fameux chou calais n'est rien d'autre absolument. que le chou frisé, hein, il faut quand même le Oui, 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 savoir, hein. oui, oui, oui. Ma grand-mère, il y a 50 ans, cultivait du chou frisé dans son jardin et elle faisait de la potée avec ce chou-là, euh, sans se rendre compte que 50 ans plus tard, les diététiciens américains se rendraient compte que ce chou a des vertus au niveau de la santé et qu'on allait le remettre à l'honneur. Alors, Hmm. quelquefois, ce qu'on avait chez nous, lorsque ça revient par les Américains, tout d'un coup a l'air d'être redécouvert, alors qu'en fait, Oui. c'est tout simplement le chou frisé que nous avions Ouais. anciennement, qui lui se décline aussi bien en variété verte qu'en variété rouge également, hein. Il Ah existe des oui, choux frisés en variété d'accord. rouge tout simplement. Ouais, Mais c'est tout simplement un chou dont les feuilles sont, je dirais, extrêmement crépues, extrêmement ourlées, ouais, extrêmement dentelées, extrêmement découpées. ouais, ouais. Il y a également un chou dont j'ai envie de vous parler, qui est le chou de Jersey. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Non, chose. je ne connais pas. Alors, le chou de l'île de Jersey, c'est une des îles Oui, anglo-normandes qui se trouve tout à fait. au large de la Normandie, Oui, oui. hein, qui ont toujours été, je dirais, depuis le Moyen Âge et depuis le règne de Guillaume le Conquérant, je dirais, propriété de la couronne, enfin pas propriété, mais en tout cas sous Oui, la si. direction directe Oui, de la cour d'Angleterre, hein. oui, Et oui. c'est grâce à ces îles de Jersey que le roi ou la reine d'Angleterre, quand il y en avait une, pouvait encore être titré duc ou duchesse de Normandie, parce que Mhm. ces îles font partie de la Normandie, mais ne sont plus françaises depuis des siècles. Donc ça appartient à la couronne d'Angleterre. Et ça ne fait pas partie du Royaume-Uni, tiens, contrairement à ce qu'on croit, hein. Ah Faut le oui, savoir, ça. ah oui. Les îles anglo-normandes dépendent directement de la couronne et ne sont pas partie intégrante du Royaume-Uni, de même que l'île de Man qui se trouve entre l'Irlande et l'Angleterre. Mhm. Ça relève directement de la couronne sans être, disons, directement dans le Royaume-Uni. Bref, D'accord. Bon. sur l'île de Jersey, il y a un chou qui pousse verticalement et qui fait une espèce de bâton. Alors, c'est un chou qui peut atteindre, dans les cas exceptionnels, jusqu'à 3 mètres de haut, il faut le savoir. Et on le cultive essentiellement, bien sûr, on peut manger la partie qui donne les feuilles, bien entendu, Oui. mais Oui. on le cultive essentiellement pour le bâton. Et est-ce que Ah vous oui, savez qu'il y a personne... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâton? Vous allez me dire, oui, oui, c'est bien oui, beau, mais oui. Oui. eh bien, on en fait des cannes. Des Ah, cannes, donc, pour la marche. d'accord. Et alors, est-ce que vous savez quel est le personnage qui est connu du monde entier qui avait une canne en chou de Jersey? Ah ben Charlot, Charlie Exactement. Chaplin. Charlie Chaplin, donc le personnage de Charlot, avait une canne en chou de l'île de Jersey. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, autre variété qui est extrêmement connue, c'est le chou chinois. Alors, il y Oui. a plusieurs variétés. Il y a le brocoli chinois, et puis vous avez le chou chinois et vous avez le chou de Pékin. Ah, je connais Et pas alors, ça. très souvent, on confond les différents choux. Alors, dans les choux qui sont, disons, d'origine un peu plus exotique, mais qui maintenant se trouvent chez nous sans aucun problème, nous avons deux choux orientaux. Il y a le chou chinois et le chou de Pékin. Alors, on les confond quelquefois un peu l'un et l'autre, hein. Alors, Oui, vous avez un chou qui a une espèce de forme de pain de sucre comme ça, qui est oui, relativement blanc, oui, parfois qui se colore un tout petit peu en vert. Alors, oui, ce chou-là s'appelle en fait le petsai, hein, oui, de son nom d'origine. C'est un chou qui a énormément d'avantages. Pourquoi? Parce qu'on peut le consommer sous plusieurs formes. D'abord, il ne coûte pas cher. Ça, c'est la première chose. oui, Il ne coûte pas cher. Deuxièmement, quand vous achetez l'entièreté du pain de sucre, hein, je dis pain de sucre parce que c'est la forme d'un pain de sucre, vous pouvez défaire les feuilles une à une en commençant par l'extérieur, ce hum, qui veut hum, dire que vous n'êtes pas tenu de manger l'entièreté du chou et de le oui, cuisiner dès votre achat. Vous oui, pouvez l'utiliser au fur et à mesure pendant plusieurs jours. Alors, oui, les feuilles en question sont extrêmement tendres et extrêmement, comment dirais-je, faciles à travailler. oui, Vous pouvez donc les manger en crudité. Donc, vous commencez par manger les feuilles extérieures que vous allez émincer, que vous allez inclure dans une salade, hein, et les manger sous forme de crudité parce qu'il est extrêmement tendre, y compris les côtes. Ensuite, vous pouvez manger les feuilles intérieures sous forme de chou cuisiné, donc sans aucun problème, que ce soit avec une sauce crème, que ce soit au gratin, que ce soit empoté, aucun problème. Et puis, vous pouvez également manger ce chou-là sous forme de potage. Donc, c'est
Vous allez me dire, tous les choux sont dans le cas. On peut faire du potage avec tous les choux aussi. Mais la différence, c'est qu'ici, vous pouvez vraiment étaler la consommation sur plusieurs jours. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et surtout, il ne coûte pas cher. Et alors, vous avez celui qu'on appelle le chou chinois, qui lui va plutôt être celui qu'on va trouver dans les recettes dans les recettes chinoises. Comment expliquer ça? Des livres de cuisine chinoise. Alors, lui se présente un petit peu différemment. Il se présente également sous forme d'une espèce de pain de sucre, mais le dessus du pain de sucre va donner des feuilles vertes qui vont s'étaler. Tandis que le premier, il va rester, lui, sous forme, comment dirais-je, sous forme, disons, de pain de sucre véritable. Et Oui, son nom en chinois, c'est le pak choi, celui-ci, oui, oui. qui est un peu différent et qui se cuisine en étant d'abord blanchi, et puis on utilise, donc blanchi et puis cuit dans un bouillon, et on utilise à ce moment-là, je dirais, le liquide de cuisson pour réaliser la sauce. Les Chinois, au départ, ne connaissent pas la crème ni le beurre, hein, puisqu'ils Mhm, n'avaient pas mhm, d'élevage de vaches à cette intention-là. mhm. Donc, il faisait la liaison tout simplement avec de la fécule, une fécule de maïs par exemple, ou une fécule ou de la farine tout simplement, en liant, en liant simplement le jus de cuisson et en le servant dans toute une série de plats avec de la viande mijotée, avec je dirais des potées. C'est un légume qu'on trouve très souvent dans les restaurants chinois. On peut également le faire sauter dans de l'huile, bien entendu, hein. Mhm. Alors, il ne vous étonnera pas avec tout ça de savoir que ce sont les Chinois qui produisent le plus de choux au monde, hein. Ah oui. Ah oui, figurez-vous Ouais. que les Chinois, mais les chiffres que j'ai, évidemment, je les ai trouvés sur Internet, je ne les ai pas inventés, datent d'il y a quand même une vingtaine d'années ou quasiment. Les Chinois, à eux seuls, produisent 46% de la production totale de choux au monde. Ah, Ah oui, c'est vous dire à quel point, je dirais, les Chinois sont amateurs de choux. Vous allez me dire qu'il y a une extrêmement grande oui. population à nourrir aussi. Ah bah oui. On est Mm, évidemment mm, entièrement d'accord avec ça, bien mm, entendu. mm, mm, Alors, mm. donc, les Chinois produisent à eux seuls 46% de tous les choux du monde. Et alors, ils sont suivis en cela, je vais vous dire par qui. Ils sont suivis par les Américains. Et les Américains, entre autres, ne produisent déjà plus que 4% des choux du monde. Mhm. Donc, c'est vous dire à quel point la Chine produit Oui, bah énormément oui. de choux, hein. Donc, c'est vraiment un légume très populaire. Mhm. Alors, pour aujourd'hui, je ne comptais pas vous parler grandement d'autre chose, ni vous donner de recettes. Par contre, ultérieurement, je vous donnerai quelques recettes Oui. à base de choux, de manière à ce que vous n'ayez pas de sentiment de frustration d'avoir dû écouter un épisode sans euh, avoir pu appliquer sur le terrain quelques principes d'utilisation Et de cuisson. et de Euh, cuisson. donc ça, c'est pour un autre épisode, chers Ce amis. sera pour un autre jour. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as dit sur les choux. Merci, Guy. À très bientôt. À Alors, très à la bientôt, prochaine, Claude. Au à la revoir. semaine prochaine. On se la sert jusqu'à quand? La soupe à la mémoire d'enfant. On se la sert jusqu'au. La soupe à la grimace aux cailloux. On a les dents du fond qui baignent. Quand on a le cœur qui saigne, on se la serre les genoux. Sur le béton les cailloux. On a le cœur qui bat. Quand la musique balance. Combat après combat, on restera dans la danse. On se la serre jusqu'où? La soupe morose au chou. On se la serre jusqu'à quand? La soupe de nos grands-parents. On a trop rempli sa bedaine. Un beau jour la soupe est pleine. On se la sert gazpacho. Y en a marre quand c'est trop chaud. Et puis on part en vacances. Du reste on s'en balance. Les petits mots, les bobos. Plus
plus de place dans le sac à dos. À la place du saucisson du pinard, mon petit Opinel, je graverai pénal et je t'aime à l'appel. Pas d'entaille sur l'écorce, faut pas lui faire du mal. La forêt de nos noces, j'y tiens comme aux fleurs du mal. Je graverai nos noms avec mon Opinel au bord du Vénéon, sur un galet sentinelle. Quand on était minot, on y faisait des barrages et des moulins à eau avec quelques branchages. Le long de ce torrent, couleur menthe glacée, on s'enlaçait souvent, sans jamais s'enlacer. Merveille de la nature, qui peut prendre la vie, mais qui fait de l'air pur une ressource sans prix. Donne-moi la main, le long de ce chemin, le long du Vénéon, il fera toujours bon. Retrouvons l'essentiel, nos cœurs aimants, notre fougue rebelle, confions-la au vent.